Bonjour à tous, nous sommes à la bergerie Au Bureau et nous sommes présentement avec Véronique Boucher. Bonjour, moi je m'appelle Véronique Boucher, j'ai étudié à l'ITA de la Pocatière en production animale. C'est pour ça que j'ai décidé de démarrer mon entreprise en production ovine. Mon entreprise est démarrée depuis juillet 2016, donc c'est une entreprise très nouvelle. Donc pourquoi as-tu choisi les moutons? J'ai choisi les moutons puisque c'était des animaux qui étaient plus petits à manipuler, puisque je suis une fille seule sur l'entreprise. J'aimais beaucoup d'autres sortes d'animaux. Je connaissais vraiment pas les moutons avant d'aller étudier, mais j'ai trouvé ça très intéressant quand j'ai pu aller travailler sur la ferme école et découvrir ces animaux-là. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi les moutons. Est-ce que tu donnes des noms à tes moutons? Certaines femelles ont des noms, oui. Celles qui viennent plus me voir, qui sont plus senteuses, là, je me fais amie avec elles. Mais c'est sûr qu'ils ne pourront pas toutes avoir des noms parce que j'attends 130 femelles d'ici la fin de l'hiver. Les béliers aussi, on leur donne des petits surnoms. C'est sûr que moi j'aime beaucoup mes animaux, donc je leur amène des petites gâteries, puis j'ai souvent les voir parce que c'est des animaux très grégaires à la base, sont nerveux, donc c'est vraiment important qu'on puisse venir les voir, les flatter, passer à côté d'eux, les habituer à voir des nouvelles choses, c'est très bien. Des animaux senteux aussi. C'est ça, moi, toujours un bon environnement, qui puisse se coucher au sec. Quels sont les sols et les habitations adéquats pour des moutons? Les moutons peuvent être gardés à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'intérieur, les moutons doivent être dans un environnement très contrôlé, c'est-à-dire un taux d'humidité le plus bas possible. On veut maximum 75% d'humidité dans le bâtiment. Il faut donc avoir des bons ventilateurs dans le bâtiment pour sortir l'odeur d'ammoniac et l'humidité. Pour la température, moi ici je tiens ça à 10 degrés Celsius l'hiver, mais il n'y a pas de problème de descendre un peu en bas, là, vers 5 degrés. Les animaux sont très bien aussi. Puis les agneaux, si jamais il fait trop froid, on peut ajouter des lampes chauffantes qui sont parfaites pour eux. Mais ils sont adaptés pour ces conditions-là. À l'intérieur aussi, la litière doit être vraiment adéquate, c'est-à-dire une bonne épaisseur. Moi, quand je mets à genoux dans les parcs des moutons, je ne veux pas ressortir les genoux mouillés. Donc, je rajoute toujours une quantité de paille suffisante pour que ça absorbe très bien l'urine des brebis. Ensuite de ça, pour les moutons gardés à l'extérieur, pour l'hiver, c'est un peu plus compliqué puisque les femelles sont toujours rasées avant l'agnelage, environ 6 semaines. Donc, celles rasées ne peuvent pas être à l'extérieur. Lorsqu'ils ont de la laine, par exemple, il n'y a pas de problème, pas de contrainte. Même que pour les agneaux à l'engraissement, ça peut être bon que ça soit un peu plus frais quand ça les apporte à consommer plus, donc à grossir plus vite. Et que fais-tu de la laine des moutons quand tu les rases? On peut les vendre à quelques endroits, mais la laine ne nous rapporte vraiment pas un gros revenu. Souvent, ça ne paye même pas le tondeur qui va venir. On le fait vraiment juste pour le bien-être des animaux, pour qu'ils soient mieux, là, mais sinon, c'est pas pour l'argent. Les moutons, est-ce qu'ils peuvent aller dehors à l'extérieur l'été? Oui, les moutons peuvent aller dehors à l'extérieur l'été. C'est sûr que c'est pas les conditions toujours les plus favorables lors des canicules et lors des grosses périodes de moustiques parce que ça vient incommoder nos animaux. Lorsqu'ils sont en dedans, on peut contrôler les mouches, les moustiques avec une bonne ventilation, tandis que dehors, on ne peut pas vraiment les contrôler. Ça a des avantages et des inconvénients. C'est sûr que les animaux vont dehors, ils peuvent marcher plus, malgré que dans les parcs en dedans, moi je laisse suffisamment d'espace pour faire de l'exercice. Mais dehors, il faut vraiment avoir une bonne gestion de pâturage aussi parce que les moutons, là, ça fait du ravage dans un champ. Donc, il faut toujours faire des parcelles dans le champ avant d'envoyer nos animaux dehors. Avoir des bonnes clôtures aussi parce que c'est des animaux qui sont quand même grégaires.
Un bon contrôle des parasites aussi. Quand on envoie les animaux dehors, là, il y a des risques qui contactent des parasites. Il faut des vermifuges, des soins de plus à apporter aux animaux. Est-ce qu'il y a un entretien spécifique à faire au niveau des pieds? Je sais qu'on peut les tondre pour leur bien-être, mais au niveau des pieds, comment ça fonctionne? Oui, les onglons doivent être faits assez régulièrement. Si les animaux sont dehors, comparativement en dedans, l'entretien est différent puisque à l'intérieur, l'onglon est plus sec qu'à l'extérieur. C'est un petit peu une chose différente. Mais sinon, au moins 2 fois par année, faire les onglons, c'est une bonne chose. Donc, au niveau des soins, comment ça fonctionne ici? Est-ce que tu fais appel à une vétérinaire ou... Oui, j'ai un vétérinaire qui vient faire de la médecine préventive ici. On suit bien le troupeau pour s'assurer que quand les animaux arrivent, ils ne sont pas malades. Le vétérinaire aussi vient faire des échographies pour confirmer la gestation des moutons. J'utilise aussi des vaccins de vitamines avant l'agnelage. Donc, ça va vacciner la brebis, mais aussi les agneaux qu'elle a dans le ventre pour prévenir, parce que je ne veux pas toujours faire appel à des antibiotiques. Donc, j'aime mieux prévenir avec les vitamines. Aussi, le minéral en poudre qu'on donne, ça les aide à ne pas être carencés dans certains aliments qui feraient que ça les rendrait malades. Il faut aussi regarder dans l'alimentation pour pas qu'il y ait de cuivre et dans leur environnement. Ça, c'est toxique aussi pour les moutons. Donc, il faut garder un contrôle là-dessus. J'aime beaucoup mieux prévenir avec mes vitamines et ces choses-là que de guérir avec les antibiotiques. Une autre question que je me posais, est-ce qu'il y a des précautions à prendre avec des moutons pour leur bien-être, pour qu'ils vivent bien ensemble? Moi, dans le fond, quand il arrive des nouveaux animaux, j'ai mis comme un peu dans une petite quarantaine. Déjà là, pour évaluer si les animaux qui viennent d'ailleurs, s'ils n'ont pas une maladie, quelque chose qui pourrait emmener dans mon troupeau, qui pourrait être dangereux. Par la suite, quand j'ai introduit des nouveaux animaux ensemble, c'est sûr que je reste ici une bonne heure, là, vérifier si tout fonctionne entre eux. Les précautions aussi, sinon, je rase la laine avant l'agnelage. Ça, c'est une bonne précaution aussi pour les agneaux, pour pas qu'ils s'infectent dans la laine s'ils viennent qu'à téter de la laine de leur mère. Ensuite, il y a les précautions de biosécurité, comme je disais tantôt, qui sont importantes. Je prévois du côté de la santé avec les vitamines, mais on prévoit plus que moins dans cette production-là parce que avec la quantité de têtes qu'il y a ici, il ne faudrait pas que ça se passe entre tous eux autres. Donc, quelles mesures de biosécurité utilises-tu? Ici, à la ferme, pour la biosécurité, j'utilise un tapis désinfectant à l'entrée du bâtiment. Puis lorsque les gens qui viennent ont des bottes qui viennent de d'autres fermes, qui ont pilé dans d'autres fermes vraiment il y a quelques heures, par exemple, j'ai des bottes de plastique que les gens doivent porter. Aussi, je garde un contrôle sur qui rentre, qui sort. J'ai un système de caméra, je suis capable de savoir aussi qui est venu parce que je trouve ça important. Je ne veux pas rentrer de maladies vraiment qui pourraient endommager tout mon troupeau. Ensuite de ça, je ne veux pas de chat dans le bâtiment puisque c'est dangereux pour les brebis gestantes d'avoir des avortements. J'ai aussi un contrôle de la vermine, puisque la vermine peut nous apporter plein de maladies de l'extérieur qui fait que je peux avoir des problèmes de reproduction dans mon troupeau ou de mortalité d'animaux. Ensuite de ça, pour la biosécurité aussi, j'essaie d'avoir des portes moustiquaires un peu partout dans les portes pour éviter les oiseaux ou d'autres bestioles qui rentrent qui ne devraient pas rentrer. Toutes les femelles que j'achète ici à la ferme sont des femelles appelées F1. C'est 2 races qui sont croisées ensemble, soit Dorset et Romanov. Les mères, c'est des Romanov, c'est des brebis qui sont très prolifiques, donc qui ont beaucoup de bébés et maternelles. Puis elles sont croisées avec la race Dorset qui, elle, donne une bonne qualité de carcasse, un bon rendement en viande et qui est maternelle elle aussi. Donc, toutes ces brebis-là sont achetées au même troupeau pour éviter
d'avoir trop de maladies, puis pour prévenir dans le fond au lieu de guérir. Après ça, les mâles que j'utilise, j'ai un Arcot canadien. Lui, c'est un bélier qui est blanc. Donc, ça va me donner des agneaux qui sont plus blancs. Ça se vend mieux pour l'encan. Point de vue, les fêtes religieuses des gens de d'autres pays. Ou même qu'il y a des gens de taxi aussi que l'agneau blanc, ils préfèrent ça de côté esthétique. C'est des agneaux qui sont plus faciles à vendre en bas âge parce qu'ils sont plus gros, vite, plus ronds, moins grands, plus faciles à vendre. Puis j'ai un bélier qui est de race Suffolk. Celui-ci donne des bons agneaux pour faire de l'agneau lourd, que c'est plus grand, ils ont une meilleure carcasse point de vue agneau lourd, vu que la carcasse est vraiment évaluée pour la vente de l'agneau lourd, tandis que le Arcot canadien, quand je le vends à l'encan, la carcasse n'est pas évaluée, donc c'est plus le visuel qui compte. Est-ce qu'il y a des catégories ou des sortes d'agneaux que tu peux vendre? Oui, il existe 3 catégories d'agneaux, soit agneau de lait, léger ou lourd. L'agneau de lait doit peser de moins de 65 livres, c'est-à-dire pratiquement seulement nourri au lait, ça le dit, qui a commencé une autre alimentation avec du grain et du foin, mais qui ne se nourrit pas seulement de ça. L'agneau léger, lui, a commencé son engraissement un petit peu plus déjà. Il est sevré, mais il doit peser moins de 80 livres, donc entre 65 à 80 livres. Ensuite, pour l'agneau lourd, celui-ci est vendu à l'agence de vente d'agneaux lourds du Québec. Il doit peser en haut de 80 livres. Le prix de l'agneau lourd est rémunéré en fonction de la qualité de carcasse. On évalue la conformation de l'animal, puis le gras dorsal de l'animal. Puis pour les agneaux légers et de lait, ils sont vendus à l'encan de Saint-Hyacinthe pour ma part. Puis le prix varie en fonction des acheteurs de semaine en semaine. Puis les animaux sont plus sont choisis pour du côté physique, mais pas du côté classification de carcasse. Et toi, ici dans ta bergerie, quelle sorte de moutons qu'on pourrait retrouver? Moi, je vais faire des 3 catégories. Je vais beaucoup faire d'agneaux de lait et léger pour la première année pour me faire un revenu plus rapidement. Par contre, je vais essayer l'agneau lourd aussi ici. En quelques mots, je vais vous expliquer comment la production ovine est différente de certaines autres productions. Les animaux ici sont tous gérés par trappe. C'est des groupes contemporains de plusieurs brebis qui ont moins qu'un mois d'âge de différence quand elles sont jeunes comme les miennes. Plus tard, ça ne sera pas grave s'il y a une différence d'âge. Dans le groupe contemporain, on veut que les brebis aillent, les agnelles, les brebis qui n'ont pas eu de bébé encore, on les appelle les agnelles, aillent le 2/3 de leur poids adulte et aillent minimum 8 mois avant l'accouplement. Les brebis, les agnelles que vous voyez ici, ce sont les agnelles qui sont prêtes à être accouplées. Elles ont le 2/3 de leur poids et elles ont 8 mois et demi. Ensuite de ça, comment je fonctionne dans la bergerie, le matin, quand j'arrive, j'enlève les refus dans les mangeoires, c'est-à-dire le foin qui n'a pas été consommé par les animaux. Par la suite, je remets un peu de foin partout et je donne du grain. Les animaux sont nourris ici avec de l'ensilage de foin, puis du maïs cassé. J'ajoute aussi dans leur alimentation du minéral et un bloc de sel cru. Donc quand j'arrive, je remets du foin, je mets mon grain par-dessus. Après que tout le monde aille manger ça, on redonne le foin pour leur premier repas. Les animaux ici ont environ 3 à 4 repas de foin par jour et 2 repas de grain. Comment fonctionne l'alimentation des moutons? Moi ici, les moutons, ils ont toujours du foin pratiquement à volonté, vu qu'il y a 3 à 4 repas de foin par jour. Les mangeoires, c'est rare qu'ils sont vides. Moi, je trouve ça important, puisque les moutons ils ont un rumen, faut qu'ils mangent, faut qu'ils consomment pour avoir une bonne santé. Donc, il y a toujours un peu de foin qui peuvent grignoter s'ils ont faim. Ensuite de ça, je donne du grain. Le grain, c'est du maïs cassé.
Lorsqu'ils sont à l'engraissement, les quantités de maïs varient d'un parc à l'autre, puisque je fais faire des plans alimentaires par une consultante qui vient ici. Donc chaque parc a son alimentation, son plan, on suit ça à la lettre, on pèse le grain, tout le monde a une quantité X de grains, puis le foin c'est à volonté. Ensuite je donne du minéral en poudre, ça ils en ont pratiquement à volonté aussi, mais il faut quand même contrôler, c'est environ 30 grammes par jour qu'ils doivent consommer pour aller chercher ce qu'ils n'ont pas dans le foin et le grain. Et je laisse un bloc de sel toujours à disposition pour favoriser la bonne consommation d'eau. Pour la consommation d'eau aussi, je m'assure que les buvettes soient toujours propres. À tous les jours, j'enlève le foin qu'il y a dedans et à toutes les semaines, je les brosse avec une petite brosse pour enlever les résidus. Après ça, les béliers, eux, sont alimentés un peu différemment. Quand ils sont au repos, ils ont juste du foin, ils n'ont pas de grain. Mais quand ils sont en période d'accouplement avec des femelles, ils ont le même grain que les femelles vont recevoir. Ils ont toujours aussi un bloc de sel en permanence pour favoriser une bonne consommation d'eau, puisque les béliers sont quand même à risque sur certaines maladies s'ils ne consomment pas assez d'eau. Quand tu auras des agneaux, comment prévois-tu les alimenter? Quand les agneaux naîtront, ils seront 24 heures dans une petite cage d'agnolage qu'on appelle avec leur mère pour vraiment favoriser la prise de lait du colostrum dès les premiers 24 heures. Par la suite, puisque mes femelles sont jeunes, celles qui auront plus de 3 agneaux et plus, je vais enlever un agneau et le soigner avec du lait en poudre et un biberon, puisque je veux que les femelles aient un bon bien-être animal, puisque c'est leur premier accouplement, que tout se passe bien et que j'ai une bonne croissance de mes agneaux. Par la suite, les agneaux vont avoir des parcs à dérober qu'on appelle. C'est une petite barrière que juste seuls les agneaux peuvent passer en dessous et pas les brebis. Dans ce parc à dérober-là, il va y avoir de la moulée d'agneaux pour la croissance. Ça, il va pouvoir en consommer tant qu'ils veulent. Du foin aussi à cet endroit, s'ils ont de la difficulté à se faire une place à la mangeoire avec les brebis. Une petite buvette d'eau pour eux aussi. Puis une lampe chauffante s'il fait trop froid pour qu'ils puissent aller se reposer. Ça va être un endroit vraiment pour eux qui puissent aller se reposer, prendre une petite pause si ça bouge trop dans le parc. Bref, c'est leur petit endroit à eux. Les brebis, eux, iront pas là. Jamais, c'est impossible. Par la suite, les agneaux seront sevrés de leur mère. Nous sevrons les agneaux puisque la mère ne pourra plus produire assez de lait pour ses agneaux quand la lactation avancera. Puis les mères doivent retourner à l'accouplement. Et avant l'accouplement, on doit les laisser se reposer, se refaire une cote de chair, être tranquille à un certain moment. Au sevrage, une certaine quantité d'agneaux partiront vers l'encan, puis je vais en garder à l'engraissement. À l'engraissement, ils vont recevoir du foin encore à volonté. Ils vont être seuls dans le parc sans leur mère. Donc, du foin à volonté, un bloc de sel, de la poudre de minéral, puis une quantité de grains que ma consultante qui vient ici va établir selon les besoins nutritionnels des animaux. Donc, moi ici, les agnelles qui ne sont pas encore accouplées sont pesées à tous les mois pour s'assurer d'avoir le bon poids lors de l'accouplement. Donc, les animaux rentrent ici et sont poussés par le panneau. Puis par la suite, ils passent dans le petit corral qu'il y a ici, viennent dans la cage de contention, puis vont dans la balance. La balance, fonctionnement très simple, les animaux rentrent dedans et on a le poids ici. Pour les accouplements, je veux que les animaux pèsent le 2/3 de leur poids, rendu à 8 mois et demi.
Donc, à chaque mois, je m'assure d'avoir un bon poids pour la strate d'âge. Et sinon, on rajuste l'alimentation. Par la suite aussi, j'ai la cage de contention qui me sert beaucoup à faire les échographies des animaux. Puisque j'ai fait échographier après chaque accouplement. Quelles sont les lois et normes à respecter en production ovine? En production ovine, il y a les lois, premièrement, de bien-être animal. C'est des normes et des lois en même temps, aussi bien bien se conformer, parce que si jamais il y aurait des plaintes, puis qu'un inspecteur viendrait, puis que finalement il y aurait des preuves pour dire que tes animaux sont mal, ben ça va pas bien, donc tu es aussi bien te conforme, même si c'est juste une norme. Les brebis avec agneaux, les brebis seules, les béliers, ils ont toutes une charte avec une grandeur d'espace de parc requis. Donc, moi, je mesure les parcs, puis je m'assure que les animaux aient tant de pieds carrés qu'il faut sur la charte. Je m'assure aussi que chaque animal ait une place à la mangeoire. Ça, on le calcule en pouces selon le stade où ils sont. Ensuite de ça aussi, dans le bien-être animal, la taille des onglons, c'est du bien-être animal. L'alimentation, avoir une bonne alimentation aussi, ça fait partie de bien soigner ses animaux. Le logement, comment ils sont logés, le bâtiment, à quoi ça ressemble, l'humidité, si elle est trop haute, trop de fumier, toutes des choses comme ça qui fait que c'est pas une loi toujours, mais c'est des normes, puis on devrait les respecter. Ensuite, il y a moi aussi, ce qui me touche beaucoup, c'est les lois environnementales, la gestion du fumier, entre autres. Moi, ici, j'ai pas besoin de fosses pour les déjections animales, mais je dois faire des amas au champ qu'on appelle à des places précises pour mon fumier. C'est comme ça qu'on l'entrepose en attendant l'épandage. Aussi, j'ai des lois à respecter dans l'environnement concernant les cours d'eau, les rivières, les puits. Ça, c'est n'importe quelle production agricole doit respecter ça, puis moi, je me dois de respecter ça aussi. Sinon, pour envoyer nos animaux aussi à l'encan, à l'abattage, il y a des lois sur les antibiotiques. Certains antibiotiques ont un retrait, il faut vraiment suivre le nombre de jours qu'il y a. Puis là, ça fait pas mal le tour de ce qu'il faut que je me conforme. Il n'y a pas d'inspecteur qui vient ici pour les normes d'hygiène nécessairement. C'est vraiment de garder tout ça en ordre. Si jamais il y a un problème et que quelqu'un vient, qu'il voit que tu gardes tout en ordre. Est-ce qu'un élevage de moutons peut produire des gaz au niveau de l'atmosphère? C'est sûr que comme tout être qui est vivant, oui, ça fait des gaz, ça mange, donc ça fait des déjections, mais on essaie d'avoir une bonne alimentation qui réduit l'émission de gaz. Aussi, on essaie de bien gérer nos installations, c'est-à-dire pas laisser le fumier trop s'accumuler, le sortir, faire des bons amas au champ qu'on respecte l'environnement dans le fond. Pour réduire ça, on les gère comme il faut. C'est pour ça qu'il y a des lois sur l'environnement. Dans le bâtiment aussi, c'est sûr que ça fait des gaz dans le bâtiment, là, pas juste dans l'atmosphère, donc ça prend une bonne ventilation aussi, tenir ça à une bonne température, parce que plus il fait chaud, plus que ça fait des gaz, donc faut essayer toujours de bien ventiler, avoir une bonne température. Là. Déjà avoir une bonne atmosphère dans la bergerie, ça l'aide beaucoup pour l'environnement. Est-ce que tu as déjà mangé cette sorte de viande-là? Et est-ce que tu as des points positifs et négatifs à nous apporter par rapport à ça? Oui, j'en ai déjà mangé. Je dirais que dans les points positifs, négatifs, ça dépend de la viande vient de où. Moi, je me suis aperçue que selon l'élevage, la manière que l'agneau est élevé et nourri, ça change le goût. Donc, il y a des viandes meilleures que d'autres à consommer. C'est ça, c'est au goût de chaque personne. Il faut trouver qu'est-ce qu'on aime, mais il y a des goûts plus forts que d'autres selon l'âge de l'agneau, la nourriture, s'il a été au pâturage. C'est toutes des choses qui font varier le goût de la viande.
Dans les points positifs, sinon, ben, c'est sûr que moi, vu que j'en élève, ben, je sais qu'ils sont bien élevés dans des bonnes conditions. Donc, moi, je trouve que c'est un bon point pour en manger. Je sais de où que ça vient. Ça, c'est un autre point pour n'importe qui achète de l'agneau du Québec. Au moins, on sait que ça vient du Québec. Ça a été élevé dans les normes aussi que l'on recherche de bien-être animal puis de salubrité. Parce que quand on achète d'ailleurs, c'est pas toujours les mêmes règles qu'ici. Les producteurs n'ont pas toujours besoin de se confondre à ça. Après ça, les points peut-être plus négatifs, c'est sûr que si on embarque dans le fait que c'est un animal, ben là, mais moi, pour moi, ça me dérange pas. Mais sinon, les points négatifs, là, le goût changeant, moi je trouve que c'est un peu un point négatif parce qu'il y en a qui aiment le goût vraiment prononcé, mais il y en a qui n'aiment pas le goût prononcé. C'est entre ces deux choses-là. C'est comme un point négatif et positif que ça l'apporte à ça, mais sinon c'est une bonne viande. Puis le coût de production d'un agneau est plus élevé, donc le prix de l'agneau est plus cher à acheter. C'est sûr que c'est un point qui fait que beaucoup de monde en achète moins. Mais là, ça va avec le coût de production. On ne peut pas faire grand-chose là-dessus présentement. On travaille pour que ça coûte le moins cher possible, mais il y a toujours un prix quand même à payer. Par rapport au goût, est-ce que l'âge de l'agneau va vraiment être importante au niveau du goût et de la texture de la viande? Oui, c'est sûr que comme chaque animal, plus que l'animal est jeune, plus que la viande a tendance à être tendre habituellement. Le milieu de vie fait vraiment, influence vraiment le goût de la viande. Un animal qui va être stressé aussi, un animal que son transport s'est mal passé, c'est toutes des choses qui vont faire varier le goût de la viande. Puis le pâturage, comme je disais, c'est un autre goût aussi, la sorte de grain qu'on utilise, ça fait tout varier. Est-ce qu'il y a des lois ou des normes justement par rapport à ça au niveau des âges? Mettons, faut pas qu'il dépasse une telle âge ou... En agneau, par exemple, en agneau léger, c'est 79 livres et moins pour agneaux de lait et léger. Sinon, ils ne peuvent pas être vendus comme des agneaux à l'encan. Il faut qu'ils aillent à l'agence de vente. Sinon, ils sont considérés comme de la réforme. La réforme, c'est comme des brebis qui sont plus assez performantes ou qui peuvent plus avoir de bébés. Ça, c'est une réforme. Fait qu'ils sont considérés comme ça, donc il y a des pertes d'argent. Fait que c'est pas une loi, mais si tu fais ça, tu perds de l'argent, donc tu n'as pas intérêt à le faire. OK, donc c'est vraiment pas au niveau des âges, mais peut-être plus au niveau du poids Oui, parce que l'âge, ça varie un peu de chaque producteur, parce qu'il n'y a pas un producteur qui alimente de la même façon, donc ça peut être plus long atteindre un tel poids selon l'alimentation des animaux. Bon, merci beaucoup, Véronique, de nous avoir accueillis aujourd'hui dans ta bergerie et de nous avoir transmis toutes ces informations-là. Je crois que ça va satisfaire beaucoup de curieux comme moi. Ça fait un plaisir.